Ça sert à quoi la Fashion Week? Christian Dior, Paul Poiret, Charles-Frederick Worth, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, tous sont les pionniers du défilé de mode et sans le savoir, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Fashion Week. J'ai profité de l'accalmie estivale du calendrier mode pour répondre à une question que tout le monde s'est posée au moins une fois. Mais à quoi ça sert la semaine de la mode? Je vous emmène avec moi voir Savaria Mandela, journaliste mode et podcasteuse qui est la personne idéale pour discuter de tout ça. Bon, première chose, comment tu vas? Ça va. Petite forme, moyenne forme? Grande forme, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Hein. Merci Guillaume. J'ai choisi ici parce que c'est le premier défilé de Virgil Abloh à la tête des collections Homme de Louis Vuitton. J'y étais pas, mais oui. J'y étais pas, mais tout le monde l'a vu, franchement c'était fou. Oui, hein. oui. Tant qu'on est aussi pas loin de la pyramide du Louvre, où à l'époque, il y avait tous les défilés jusque dans les années 2000. Tous les défilés avaient lieu au même endroit, à peu près. Une fois ce cadre posé, revenons rapidement sur la cadence des Fashion Week. On dit souvent qu'elles ont lieu tout le temps, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Si on en a l'impression, c'est d'abord parce qu'elles sont réparties tout au long de l'année et elles ont lieu dans 4 villes principales qu'on appelle aussi Big Four. En règle générale, les marques américaines défilent aux États-Unis, les britanniques à Londres, les italiennes en Italie et les françaises à Paris, sauf exception. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui disent que c'est tout le temps la Fashion Week? C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. En fait, il y a 4 Fashion Week par an, parce qu'il faut les collections été, les collections hiver, qu'on appelle donc printemps-été d'un côté, automne-hiver de l'autre, et il y a celle de l'homme et celle de la femme. Et les deux autres sont été et hiver, de la haute couture, ce qui en fait au total 6. Fun fact, si vous voyez des mannequins défiler avec des pièces chaudes en plein mois de juin, c'est parce qu'ils présentent la prochaine collection automne-hiver. Et c'est pareil pour les fittings des célébrités, les vêtements prêtés par les maisons pour leurs invités, ils portent généralement la dernière collection sortie en boutique. C'est pas le cas de tout le monde. Il Bien faut sûr. se rendre compte que la Fashion Week, moi je dis toujours, c'est une foire B2B. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'avant tous les défilés étaient centralisés au même endroit le prouve encore plus. Il y a différentes sortes de professionnels et ceux qui sont habillés avec des vêtements pour lesquels ils ont été payés ou qui ont été prêtés par la marque et tout, promeuvent effectivement les collections qui arrivent en boutique. Ils souffrent pour être beaux. Et nous, souvent, on est spectateurs de ça. Totalement, oui. Sympa. Et nous, on fait peut-être un petit peu tâche quand on arrive en sortie de métro. Moi, ma technique, c'est le noir. Revenons à nos moutons. Donc sur 52 semaines que compte une année, et sans compter les Fashion Week masculines de New York et Londres, dont l'importance a diminué depuis le Covid-19, il y a en moyenne 14 semaines de Fashion Week par an. C'est schématique et approximatif. Est-ce que tu trouves que ça fait trop? Non, je trouve pas que ça fasse trop et je comprends que chaque marque ait besoin de son momentum et de son événement, et voire de ses événements dans l'année pour ponctuer son calendrier, ses sorties de collection boutique. En revanche, je pense que ça devrait pas être une obligation et que si une marque, une jeune marque ou une marque indépendante, par exemple pour des raisons financières, ne peut pas défiler une saison, il faudrait pas le prendre comme un signal d'alerte ou il faudrait que ce soit moins obligatoire pour une partie des marques. Une fois qu'on s'est dit ça, et avant de penser l'histoire et l'utilité de la Fashion Week dans sa globalité, pensons d'abord à l'utilité et à l'origine du défilé de mode en lui-même, qui de base ne prenait pas vraiment la forme d'un podium. Je pense qu'il faut qu'on crédite, c'est le moment de l'interview où on va créditer Lucille, qui est une créatrice de mode et qui à partir de 1897 voit ses concurrents comme Charles-Frederick Worth à ce moment-là présenter les collections aux clientes sur des mannequins de cire. C'est le moment bio. Charles-Frederick Worth pose les fondements de la haute couture et de sa saisonnalité. Il est l'un des premiers à créer le désir autour du vêtement, à événementialiser sa création et à transformer la manière dont la mode est pensée et faite. Et Lucille, qui a grandi au Canada mais qui a lancé sa marque à Londres, se dit moi je vais les présenter sur des vraies femmes. Et c'est comme ça que naissent les premières présentations humaine, on va dire. Entre-temps, il y a eu d'autres événements marquants, comme par exemple Paul Poiret dans les années 20 qui organisait des soirées folles à Paris dans son hôtel particulier. Et là, Poiret habillait certaines femmes invitées avec ses créations. Arrive la Seconde Guerre mondiale, où là, pour financer, pour aider toutes les grandes maisons européennes qui ferment à cause de la guerre et de l'invasion allemande en France, aux États-Unis, la rédactrice en chef de Vogue à cette époque-là, qui avait déjà œuvré pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi une attachée de presse de l'époque, Eleanor Lambert et tout, ont l'idée de créer une sorte de première Fashion Week à New York sur 3 jours. Et les bénéfices étaient bien sûr destinés à soutenir l'Europe. Certes, les grandes premières publications de mode sont américaines, donc Harper's Bazaar puis Vogue, mais quand même,
elle se nourrissait d'une actualité qui était produite en France, à savoir la haute couture. Donc il fallait évidemment entretenir le secteur qui était à l'arrêt en période de Seconde Guerre mondiale, mais je pense qu'il y avait aussi un intérêt à faire briller des créateurs américains. Et c'est marrant parce que quand je lis les papiers de l'époque ou qui parlent justement de cette époque, beaucoup mettent en compétition la mode américaine et notamment new-yorkaise à la mode parisienne. Et il y a des espèces de raccourcis, je ne sais pas s'ils sont avérés ou pas, mais il y a des raccourcis qui disent que si par exemple la mode française est autant légiférée, c'était aussi beaucoup pour des questions de protectionnisme à l'époque, notamment du savoir-faire. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui encore, le label haute couture n'est pas décerné comme ça. Il y a énormément de critères de confection auxquels il faut répondre pour pouvoir y prétendre. La haute couture est donc une exception française. Puis la mode s'assouplit avec la création du prêt-à-porter. Les chambres syndicales fusionnent et vient alors le moment de bascule. Et arrive cet événement qui sonne vraiment le glas de toutes les soirées aristocratiques dans des hôtels particuliers, qui est la bataille de Versailles. C'est à visée caritative pour rénover le château de Versailles, mais quand même, ça traduit ce que tu racontes de cette bataille entre États-Unis et France, parce qu'on a 4 couturiers français qui sont mis en compétition dans le cadre d'un défilé avec 4 jeunes couturiers américains. Et on se rend compte que peut-être que les Américains n'arrivent pas avec un savoir-faire haute couture, en revanche ils arrivent avec du fun, des jeunes, du prêt-à-porter, des matières brillantes, des vêtements qu'on peut même plus forcément imiter mais carrément acheter directement en grande série. C'est le début du prêt-à-porter et des défilés, comme on les connaît un peu aujourd'hui. Elle est bien loin l'époque des défilés dans les salons d'haute couture des grandes maisons parisiennes, réservés à une poignée de clientes et à quelques journalistes. Cette époque où les défilés étaient ultra confidentiels par peur d'être plagiés. A new designer, Christian Dior, was chiefly responsible for launching the most. Breaking away from the law to open his own establishment, Dior became world famous overnight. Les défilés se multiplient à partir des années 80, se métamorphosent et deviennent fun. Chloé défile en extérieur, la musique est créée sous l'impulsion de Courrèges, Mugler crée le premier défilé grand public devant 6000 personnes, et les défilés s'agglomèrent en semaine. La Fashion Week est née. Mais à quoi elle sert ? Si tu devais dire factuellement à quelqu'un qui n'est pas dans la mode, à quoi sert une Fashion Week ? Tu peux même le faire en bullet points si tu veux. Ça sert à quoi une Fashion Week, factuellement ? Est-ce qu'il faut une phrase de choc ? Non, pas spécialement, ça c'est toi qui vois. Ça sert à guider l'activité de la mode pour les 6 mois à venir jusqu'à la prochaine Fashion Week. C'est-à-dire que la Fashion Week, pour chaque marque qui défile ou qui présente sa collection, déclenche un processus en entonnoir, à savoir je présente mes nouvelles idées, puis je présente l'ambiance qui va avec et tout mon univers, quelles sont les stars qui vont porter la collection. Toute la partie storytelling, ouais. Exactement, l'image de marque. En même temps, je contacte les acheteurs et la presse qui vont assister à cette présentation et à cette mise en scène pour savoir avec quels vêtements j'ai créé, ils ont envie de travailler tout au long de la saison. Et puis ensuite, va aboutir à l'arrivée en boutique de cette collection 4-6 mois plus tard et à servir à déclencher l'achat. Est-ce que tu penses que ce modèle s'essouffle ? Oh non, au contraire, je pense que la mode a atteint ce statut d'industrie culturelle de masse, sans que ce soit du tout péjoratif. Et je pense que les Fashion Week sont aujourd'hui ce qui permet à la mode d'être visible du grand public. Les objectifs de la Fashion Week ont évolué avec leur époque. Au-delà d'être des lieux de rencontre où il faut se montrer et où les relations se font, les Fashion Week sont devenus des moments où les marques peuvent asseoir leur image par rapport aux autres. Aujourd'hui, quand une marque défile à la Fashion Week, elle affirme son identité, renforce son positionnement, vend, crée les tendances de demain, qui seront copiées d'ailleurs par les grandes enseignes de fast fashion. Est-ce que les objectifs que tu viens de me donner, c'était les mêmes de l'époque ? Est-ce qu'ils ont évolué ? Est-ce qu'il y en a eu des nouveaux ? Comment on se positionne aujourd'hui ? Non, je pense qu'ils ont évolué notamment en termes de visibilité. Il y avait moins à l'époque cette volonté d'être visible du grand public. La priorité était sûrement aux clientes et à la presse culturelle spécialisée, donc les magazines de mode et les magazines féminins. Aujourd'hui, on a des objectifs de vente de produits, disons, dérivés, comme le maquillage, de petits accessoires abordables à tout le monde. Donc il y a des objectifs de masse qui n'existaient pas à l'époque. Entre nous, les Fashion Week ont particulièrement évolué depuis l'avènement d'Internet et celui des réseaux sociaux. Le premier rang est presque devenu politique et la quête de la viralité s'est imposée. Il ne s'agit plus seulement de présenter des vêtements, il faut désormais capitaliser sur le défilé qui coûte maintenant plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour vous donner
donner une idée, les Fashion Week parisiennes, c'est 1,2 milliard d'euros de retombées économiques par an, selon une étude de l'Institut français de la mode. Aujourd'hui, moi je suis une marque, est-ce que je peux percer et arriver à un niveau tel comme peut l'être les grandes maisons qu'on connaît aujourd'hui, sans passer par le carcan Fashion Week et défilé? En fait, on y revient toujours un petit peu, mais je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut dans sa vie professionnelle, savoir ce qu'on ambitionne. On n'a pas beaucoup de designers de notre génération qui ont fondé leur propre marque. Le seul exemple, c'est toujours Simon Porte-Jacquemus. Aujourd'hui, ce sont des directeurs artistiques embauchés pour préserver et faire avancer l'histoire de maisons historiques dont ils n'ont pas le nom et qui ne leur appartiennent pas. Ils sont employés comme les autres membres de ces maisons-là. Après, si l'objectif est réellement d'être créateur, je pense que si on veut rester niche et que si on a déjà assez d'argent pour attendre que la clientèle vienne à nous pendant 10 ans, oui, on peut ne pas bénéficier de la visibilité de la Fashion Week, mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Eh ben merci beaucoup Saveria. Mais de rien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bonnes vacances, Guillaume. Merci, c'est gentil. Bonnes vacances à toi aussi. Merci.